une pléiade de challengers pour Gunther, The Rock et Roman Reigns, jamais autant présents à la WWE que ces dernières semaines, et un nouveau sponsor pour la WWE. Bienvenue dans le compte de 3. Salut à tous, c'est Biff et bienvenue sur le coin du ring pour le podcast Le Compte de 3, les 3 choses que j'ai aimées et que je n'ai pas aimées cette semaine à la WWE. Juste avant, je vous encourage à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, pour les séquences de SmackDown et les promos traduites en français. Sur YouTube aussi, alors sur YouTube, je fais moins d'efforts, c'est beaucoup plus centré sur le podcast, mais on est quand même dispo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur votre réseau social préféré et à taper le coin du ring et à nous suivre si le cœur vous en dit. Ça c'est fait, je vais commencer directement comme d'habitude avec ce que j'ai aimé, ensuite ce que je n'ai pas aimé cette semaine, et on commence avec quelque chose de très simple de ce que j'ai aimé, c'est le premier match à SmackDown, le match par équipe entre Randy Orton et Kevin Owens contre Austin Theory et Grayson Waller. Donc le match très simple, mais le match, j'ai bien aimé le match, la construction du match. L'équipe Randy Orton, Kevin Owens fonctionne bien. On a pu voir un amorçage d'une storyline avec Logan Paul, Randy Orton, peut-être Kevin Owens, puisque on a vu que alors, c'est pas grand chose pour le moment, mais après le match, quand Randy Orton a pris le point américain de Logan Paul et qu'il voulait frapper Logan Paul, qu'il esquive, on voit que il s'arrête juste à temps pour ne pas frapper Kevin Owens, mais on a vu que les deux se sont regardés, ils sont un peu tenus le regard, donc peut-être une éventuelle tension qui pourra peut-être amener un triple threat match pour le titre US, et pourquoi pas intégrer Austin Theory, puisque Austin Theory depuis plusieurs semaines maintenant n'a plus grand chose. On savait qu'il a été très pêché au départ, champion US, le plus jeune champion US. Il avait un match contre John Cena l'année dernière à WrestleMania, et cette année il est plutôt un peu mis de côté, mais c'est normal, il faut que ça tourne. Je suis pas inquiet pour sa carrière, il est très jeune, il a un physique assez impressionnant. Son physique m'impressionne, il est vraiment très musclé physiquement. Le charisme est là, le talent est là, donc je suis pas inquiet pour lui, ça va revenir. C'est juste que il faut des cycles, et quand la WWE aura quelque chose pour lui d'intéressant, il sera mis en avant, pas de souci. Mais voilà pour ce match à SmackDown qui était plutôt sympathique. À voir où ça va nous emmener la storyline. Logan Paul, Randy Orton, peut-être Kevin Owens, Austin Theory pour le titre US à WrestleMania. C'est plutôt bien, je pense. Randy Orton, je sais pas de mémoire, je me posais la question et j'ai pas eu le temps de faire de recherche, mais je sais pas s'il a déjà été champion US, ce qui pourrait peut-être pour lui rajouter une ligne en plus, un titre en plus à son palmarès éventuellement, s'il remporte ce match pour WrestleMania. La deuxième chose que j'ai aimé cette semaine, c'est la pléiade de challenger pour le titre intercontinental de Gunther à WrestleMania. On sait que Gunther a battu pas mal de monde, mais on voit qu'il reste de la réserve derrière, et c'est plaisant, puisque Adam Pearce a annoncé les futurs potentiels challengers de Gunther, et on a Ricochet, Shinsuke Nakamura, Sami Zayn, très bien pour Sami Zayn, JD McDonald, Bronson Reed et Chad Gable, qui mérite énormément. Alors dans ce choix, il y a juste, je trouve, JD McDonald qui n'a de mémoire pas gagné un seul match pour l'instant dans le main roster, que je trouve il a pas trop sa place. C'était limite, on voit que c'était limite pour placer un membre du Judgment Day qui est très présent lors de WWE Raw, mais je trouve qu'il a pas trop sa place. J'aurais préféré voir par exemple Andrade, qui alors effectivement il fait que son retour, mais c'est quand même quelqu'un qu'on connaît déjà, et en plus le fait qu'il soit de retour, il aurait un peu plus, ça l'aurait mis en avant immédiatement, quoi. Parce que là il y a eu un match lors de Raw, mais pour l'instant il y a pas grand chose de prévu sur le long terme. Enfin, ça va venir, mais ça aurait été bien, je trouve, de l'intégrer directement dedans. Ça rajoutait un nom un peu plus important, je trouve, que JD McDonald. Mais bon, après, voilà, les challengers, moi je suis très fan de Bronson Reed, je l'ai déjà dit, qui a attaqué Sami Zayn d'ailleurs après son match, et j'étais très déçu de savoir qu'en fait, à la base, la WWE, comme il est australien, avait prévu pour lui un match contre Seth Rollins
pour le PPV en Australie, pour l'Elimination Chamber. Ça aurait été vraiment très bien pour lui, ça aurait fait une belle exposition pour lui. Donc c'est vrai que dans tous ces challengers, alors que ce soit Ricochet, Sami Zayn, Chad Gable, que j'aimerais bien voir aussi, Bronson Reed, que j'aimerais bien. Après j'avoue, Nakamura, je suis pas fan, sans plus quoi. Je trouve que ça serait dommage de le mettre contre Gunther, mais voilà, tous les challengers sont hyper intéressants. Maintenant, à voir comment ça va être amené, mais en tout cas, voilà, c'est toujours plaisant de voir beaucoup de challengers, beaucoup aussi des nouvelles têtes quelque part qui émergent, puisque que ça soit Ricochet qui n'a pas vraiment eu de choses au premier plan depuis un certain moment, Chad Gable qui commence à monter, puis finalement on l'a plus trop revu, et là finalement il revient dans la course. Bronson Reed, pareil. Alors Bronson Reed, voilà, je trouve qu'il est, pour l'instant, il est très bien géré. Je trouve qu'il fait ses matchs, il monte gentiment. Et moi, encore une fois, j'aime beaucoup Bronson Reed. N'hésitez pas aussi à dire, vous, si ça vous plaît ou pas. J'ai oublié de le dire à chaque fois, mais voilà, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à réagir. Mais en tout cas, voilà, le fait qu'il y ait une pléiade de challengers pour Gunther, à voir comment ça va être amené pour WrestleMania, c'est été très plaisant à suivre, je trouve. Et les choix sont plutôt bons. Dommage juste qu'il n'y ait pas Andrade dans les challengers annoncés par Adam Pearce. Et enfin, la dernière chose que j'ai aimé cette semaine, vous le savez pour ceux qui suivent régulièrement, que j'ai pas mal pesté sur le fait que Becky Lynch, depuis la conférence de presse de WrestleMania, s'est imposée un peu d'elle-même comme la challengeuse de Rhea Ripley avant même qu'Elimination Chamber soit terminée. Donc j'avais vachement pesté dessus parce que je trouvais que c'était pas forcément la nana la plus légitime. Elle a déjà eu ses chances plusieurs fois et j'aurais bien vu autre chose. Bon bref, donc j'espérais qu'elle ne gagne pas le Chamber. Elle a gagné l'Elimination Chamber, donc elle s'imposait donc comme la challengeuse, selon les règles de Rhea Ripley. Donc je trouvais ça vraiment dommage. D'autant que moi je suis pas un fan absolu de Becky Lynch, donc voilà, je trouve d'autant plus dommage. Mais finalement à Raw, c'est pour ça que j'ai aimé, parce qu'on voit que quelque chose s'amorce depuis quelques semaines avec Liv Morgan, puisque Becky Lynch a coupé le match de Liv Morgan la semaine passée, et là c'est Liv Morgan qui a coupé le match de Becky Lynch contre Nia Jax. Donc du coup on voit que que Liv Morgan s'intègre un peu dans cette storyline, puisqu'à la fin on a vu que Nia Jax a attaqué Becky Lynch et Morgan, donc du coup on part sur vraiment limite, et c'est ça qui me plaît, un potentiel Fatal 4-Way pour le titre féminin, puisque je crois qu'il y a une séquence backstage où Rhea Ripley regardait tout ça en rigolant, donc au final je pense qu'on n'aura pas un 1 contre 1 pour le titre féminin de Rhea Ripley, peut-être un Fatal 4-Way Nia Jax, Liv Morgan, Becky Lynch, ce qui serait mieux, je trouve, qu'un 1 contre 1, puisque ou alors il aurait fallu mettre quelqu'un d'autre que Becky Lynch contre Rhea Ripley. Il aurait fallu que ce soit un 1 contre Liv Morgan ou Nia Jax, visiblement, puisque Nia Jax est très peuchée. Encore une fois, Nia Jax non plus, je ne suis pas fan du tout. Il y a encore eu un botch cette semaine dans le match Becky Lynch Nia Jax, mais bon, en tout cas la WWE c'est comme ça, et en plus Nia Jax il a push très fortement quand même, il faut le savoir, puisque elle a attaqué donc après Lynch et Morgan, et en fait elle les a dominés. En fait à chaque fois elles sortent dominant du segment quoi. Donc il a push très très fort. Je sais pas si c'est dans les plans de lui faire gagner le titre à WrestleMania, mais en tout cas après moi je trouve que même si ça sera un Fatal 4-Way donc avec Rhea Ripley inclus évidemment, je trouve que Rhea Ripley est au-dessus des trois autres. À la limite Liv Morgan si on veut changer le titre et mettre quelqu'un sur un titre, voilà, pourquoi pas remettre Liv Morgan, mais je trouve que Liv Morgan elle a des qualités, mais Rhea Ripley est vraiment très très au-dessus en ce moment, elle a vraiment un très très fort aura. Donc voilà, pour moi, mais c'est quand même bien, j'ai aimé, parce qu'on se dirige pas vers un 1 contre 1 Becky Lynch, Rhea Ripley, mais plutôt vers un triple threat match, voire un Fatal 4-Way. Donc à suivre dans les prochaines semaines. Je passe maintenant aux choses que je n'ai pas aimées, les 3 choses que je n'ai pas aimées cette semaine, et je commence avec, je vous ai parlé tout à l'heure du match par équipe, Randy Orton, Kevin Owens contre Austin Theory, Grayson Wheeler. Et eh bien c'est fait partie du même segment, mais là j'ai pas aimé, c'est évidemment le sponsor hideux
de Logan Paul qui sera affiché sur le ring pendant les comme les Premium Live Event, alors soit les PLE comme vous dites ou les PPV, moi comme je le dis depuis des nombreuses années, enfin bref, pour les événements spéciaux, donc le premier sera WrestleMania, on aura donc le logo Prime en plein milieu du ring pour WrestleMania. Il sera normalement aussi à Backlash en France et sur tous les autres PPV et je trouve ça vraiment c'est pas beau quoi, c'est pas bien c'est pas bien de faire ça. Les sponsors pour moi ils auraient plus leur place à la limite autour du ring. Alors là maintenant c'est des écrans, avant c'était des tabliers, maintenant c'est des écrans plus à ce moment, enfin voilà, sur les écrans qui font le tour du ring, pourquoi pas, mais en plein milieu du ring j'aurais préféré voir je sais pas, comme ça c'est fait des fois à une certaine époque, le logo du show un petit peu en transparence au centre du ring, mais là on voit que la WWE a changé d'avis, on sent que Vince McMahon je crois s'est toujours opposé à cette solution, et là le groupe TKO du coup a accepté. Je pense que c'est c'est question d'argent évidemment, mais je trouve ça vraiment c'est pas très beau. Je sais pas si ça va nous perturber dans le fait de regarder les matchs, parce que mine de rien ça fait quand même, je trouve il est quand même très gros. Alors là c'était une présentation, est-ce que vraiment il sera peut-être un peu plus en transparence, j'espère, parce que là il était vraiment très 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 visible je trouve, donc peut-être qu'il sera un peu plus transparent, mais en tout cas je n'ai pas du tout aimé l'idée, encore plus que ça soit sur les PPV, et encore plus que ça soit à WrestleMania qu'on va se taper ce logo en plein centre du ring. Mais bon, l'argent est maître du monde, donc on sait que ça doit être le choix de l'argent. Donc voilà la première chose que je n'ai pas aimé du côté de SmackDown cette semaine. La deuxième chose que je n'ai pas aimé cette semaine, c'est à Raw ou Judgment Day. Je n'ai pas aimé Judgment Day. Je ne sais pas trop ce que fait Judgment Day. Enfin, on ne sait plus trop ce qu'ils font. On voit bien que Finn Balor et Damien Priest sont champions par équipe, mais on sent qu'il n'y a plus du tout, limite il n'y a plus de challengers. Ça devient des équipes un peu random où ils débattent semaine après semaine. Voilà, c'était Imperium. En plus, lors de Raw, ça me fait la réflexion, ils mettent Imperium contre Judgment Day. Donc deux équipes heel. Donc du coup la foule, alors je sais plus parce que j'ai pas tellement écouté, je sais plus qui ils ont encouragé. Je me demande, je crois qu'ils étaient un peu plus derrière Judgment Day, mais alors du coup ça les conforte pas dans leur comment dire, dans leur comportement de heel quoi. Enfin si la foule ils ont opposé deux équipes de heel, j'ai pas compris. D'ailleurs on sait pas pour l'instant, il y a vraiment limite. J'espère pas qu'ils vont faire pour WrestleMania Imperium Judgment Day, parce qu'on les a déjà vus s'affronter plusieurs fois, et du coup on a l'impression qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de rivalité sur le long terme. On arrive quand même, WrestleMania approche, beaucoup de rivalité s'amorce. Là pour l'instant pour les titres par équipe, on n'a rien de prévu quoi. Donc ça j'ai vraiment pas aimé, et en plus il faut quand même que je dise un mot là-dessus. Je trouve quand même que donc Damien Priest à la mallette, on sait et on sait qu'autour de WrestleMania, c'est là que les détenteurs de la mallette Money in the Bank, ils teasent un petit peu le fait de l'utiliser. Mais en fait là, faut que vous me dites vous dans les commentaires ou sur les réseaux, mais honnêtement, qui serait hypé pour que Damien Priest arrive à WrestleMania et utilise la mallette sur Drew McIntyre, sur Seth Rollins ou sur Cody Rhodes? Ça serait une clim totale. Je veux dire, il est pas du tout au niveau. Ça a vraiment été mal géré cette mallette. Est-ce que c'était la bonne personne à mettre dessus? Pourquoi pas, mais du coup là ils l'ont noyé dans ces titres par équipe, dans ce clan Judgment Day, et en fait en solo on voit, moi je le vois pas du tout cacher la mallette sur un champion principal. Alors à la limite pour le titre intercontinental, là pourquoi pas, à la limite il peut aller cacher la mallette sur Gunther par exemple à WrestleMania. Là oui, là ça me choquerait moins, mais je veux dire ça a été très très mal géré. Et Judgment Day en lui-même, le clan là, je trouve qu'il y a plus trop de choses de prévues pour eux. On sent qu'ils sont toujours présents, mais à part Rhea Ripley qui fait son chemin brillamment de son côté, ou
où limite elle a pas besoin du clan justement derrière elle pour gérer sa storyline, pour gérer sa route vers WrestleMania. Les autres en fait sont un petit peu, voilà, ils sont là et il y a eu l'histoire avec R-Truth, visiblement c'est déjà fini comme ça du jour au lendemain alors que ça faisait un petit buzz. Voilà, Judgment Day là je comprends pas trop, le fait que la mallette soit mal gérée, il y a aucune rivalité par équipe qui s'amorce et c'est dommage parce que les matchs par équipe sont toujours hyper intéressants et la WWE aurait pu faire monter des équipes et les mettre un peu plus en avant. Il y a le temps pour ça, ils ont quand même beaucoup de temps. Donc je trouve ça vraiment dommage, on va voir dans les prochaines semaines si ça change. Mais en tout cas, je n'ai pas aimé, j'aime pas. Voilà, j'aime pas, c'est comme ça. Le Judgment Day, j'étais pas hypé cette semaine et depuis quelques semaines déjà. Et enfin, la dernière chose que je n'ai pas aimé, et vous vous doutez peut-être parce que je n'en ai pas parlé encore, c'est le segment The Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes, Seth Rollins à SmackDown. Alors c'est la première fois depuis la conférence de presse de WrestleMania que les 4 sont réunis dans le ring. Voilà. Alors c'est un secret de polichinelle, hein. On savait que le match allait être accepté, qu'il allait y avoir un match par équipe. La première nuit de WrestleMania, donc ce qui s'est confirmé. Mais alors c'est pas tellement le segment que j'ai pas aimé, mais alors ça a pris énormément de temps pour SmackDown. J'ai pas chronométré exactement, mais les entrées ont duré peut-être, je sais pas, un bon 15 minutes quoi. Franchement, un bon 15, parce que l'entrée de Roman Reigns est quand même assez longue, hein, le Bloodline machin. Le Rock, pareil, c'était assez long. Alors je comprends, c'est 2 immenses stars et tout. Ensuite Cody Rhodes, Seth Rollins qui arrive par le public, tout ça. Enfin, c'était hyper long. Pour un show de 2 heures, c'était hyper long. Et ça s'est confirmé puisque à la fin, alors je sais pas si ça a été modifié en live, je suis pas sûr, parce que je suis pas sûr qu'ils avaient forcément la consigne. Mais on savait déjà que la semaine dernière, le Rock avait dépassé sa promo. Il avait dépassé l'effet trop long. Ce qui a dû, ils ont dû faire des modifs pour que ça rentre dans le temps d'antenne, hein, parce que tout est timé normalement. Et là, on a vu que c'était, je sais pas si c'était prévu ou pas, mais c'était très limite, quoi. C'était très très limite, puisque le logo s'affichait en bas à gauche à chaque fois, le logo, en gros SmackDown 2024, machin, pour dire que c'est la fin de l'émission, c'est affiché. Et le Rock finissait limite sa phrase envers Cody Rhodes, et Cody Rhodes l'a giflé, et ça s'est fini là-dessus, quoi. Donc c'était un petit peu brutal, parce que normalement, je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps de regarder si une fois que les caméras étaient éteintes, il se passait quelque chose, mais il y avait toute la sécu autour du ring. Moi je me disais, bon, alors on sait que ça va être accepté, machin. Voilà, la promo du Rock était cool, hein, le fait de dire à Cody Rhodes c'était une erreur, ce qui fait que Cody Rhodes peut lui rendre sa gifle. Mais alors du coup, moi je me dis bon bah là ça va un petit peu de confrontation physique. Il y a les gars de la sécu. Moi je m'attendais à ce qu'en fait ils commencent à se choper, quoi, les 4 là, et que les gars de la sécu montent et que tout le monde retient tout le monde. Avec ça marche toujours. Enfin ça crée toujours une bonne hype et tout. Donc là il y avait tout le monde en bas du ring, et en fait ça s'est fini sur une gifle de Cody Rhodes sur The Rock, et limite, bah nous en tant que téléspectateurs on se dit bon, ok, donc il s'est pris une tarte devant tout le monde, pas de réaction, quoi. Déjà la conférence de presse, si on prend la conférence de presse par exemple, le Rock gifle Cody Rhodes réagit tout de suite, il veut aller frapper, machin, il est retenu par Triple H, par Adam Pearce, par Nick Aldis et tout, et là en fait il se prend une gifle, et pour nous ça se termine comme ça, genre il encaisse, ok, pas de problème, voilà. Pour nous, et je trouve ça hyper dommage parce que ils auraient réduit les entrées et tout. On aurait pu avoir un petit segment où ça part un peu en vrille sur le ring avec beaucoup de monde, avec les gars de la sécu qui retiennent tout le monde, et c'est toujours intéressant. Enfin, c'est toujours c'est visuellement parlant, et pour la storyline, ça monte encore en tension, quoi. Alors que là, on reste sur cette gifle que le Rock a pris très très bien visiblement, puisque il n'a pas sauté sur Cody Rhodes, ni Roman Reigns d'ailleurs, ni Seth Rollins, donc tout va bien. Donc j'ai pas trop aimé cet aspect du segment. Après, hop là, pardon, un petit rototo. Après les mecs au micro, hein, Seth Rollins, The Rock, Roman Reigns, des fois c'est un peu limite, mais ça passe bien, quoi. Tu vois, la promo du Rock, ça s'est bien passé et tout. Mais vraiment les entrées, ça a duré, c'était très très long. SmackDown, ça dure que 2 heures, donc voilà, c'est pas non plus, moi j'adore, hein, c'est très bien pour moi, c'est les shows, pour un show télé, 2 heures c'est idéal, quoi. Raw, je trouve ça un peu long, la 3e heure est un peu de trop des fois, et donc c'est que 2 heures, et là on met, faudrait que je chronomètre, mais
un quart d'heure d'entrée au moins, quoi, je pense au moins. Donc c'est dommage parce qu'ils ont perdu du temps. Mais voilà, en tout cas, ce que je pouvais dire pour ce compte de 3. Donc n'hésitez pas, hein, comme je l'ai dit, à partager, à vous abonner, à réagir sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous les amis, et un putain de bisou.